Donc, merci beaucoup à tout le monde d'être ici. Je suis vraiment très contente d'être avec vous ce matin. J'en reviens pas de la quantité de gens qui sont inscrits. C'est sûr que moi, c'est des sujets qui me passionnent depuis longtemps, mais je vois vraiment que c'est des sujets qui intéressent beaucoup les gens aussi. Donc, encore une fois, merci d'être avec nous aujourd'hui. Bravo de votre intérêt et de votre ouverture aussi pour ces sujets-là. Je pense que le poids, c'est un des sujets qui touche le plus de près ou de loin tout le monde finalement, parce que on peut être soi-même préoccupé par rapport à son poids ou son apparence. On peut connaître des gens qui sont au régime, qui sont mal dans leur peau. On est constamment exposé sur les réseaux sociaux, dans l'environnement qui nous entoure aussi, à des images de corps parfaits, à des publicités de régime. Il y a beaucoup de préjugés aussi qui circulent à l'égard du poids et qui vont influencer la façon dont on va voir les corps qui sont plus gros, dont on va souhaiter ressembler finalement au modèle unique de beauté qui est présenté. Donc, tout ça, ça fait en sorte que tous les gens sont préoccupés de près ou de loin par leur poids. Donc, l'idée aujourd'hui, c'est de vraiment aborder ces sujets-là avec vous. Donc, évidemment, on vit dans une société où l'apparence est valorisée, la culture des diètes est très, très omniprésente. On simplifie aussi encore beaucoup le lien entre le poids et la santé. Benoît Arsenault va en parler tout à l'heure aussi, le chercheur Benoît Arsenault. Donc, il y a beaucoup de choses à remettre en question, des croyances qui sont véhiculées depuis longtemps, qu'on n'a même pas conscience qu'on a parfois. Donc, l'idée, c'est vraiment aujourd'hui de se poser ces questions-là ensemble et de voir et de mieux comprendre finalement pourquoi tout ça, ça amène les gens à être insatisfaits de leur apparence et à vivre des enjeux d'image corporelle. Alors, je voulais vous parler de l'insatisfaction corporelle au Québec chez les adultes. On a fait un sondage équilibre avec la firme Léger auprès de 1808 Québécois et Québécoises au cours de l'été 2022. Et dans le fond, on voit que 62% des gens souhaitent maigrir, peu importe le poids. Ça, c'est bien important de comprendre que c'est des gens de tous les poids qui veulent maigrir. 44% affirment que le poids les rend malheureux. 43% affirment que leur poids les angoisse ou les stresse. Et 36% affirment que le contrôle du poids les obsède. Donc, on voit à quel point il peut y avoir une gradation sur le niveau de préoccupation, mais quand on est rendu justement à se sentir obsédé par le contrôle de notre poids, c'est que ça va nuire à notre qualité de vie, ça va porter atteinte à notre santé mentale aussi, donc ça devient très, très prenant. Et c'est là que c'est préoccupant aussi de voir ces statistiques-là. On a documenté aussi les mêmes indicateurs chez les jeunes de 14 à 17 ans. Donc, on voit que 40% souhaitent modifier leur poids. 35% affirment que leur poids les angoisse ou les stresse. 30% affirment que leur poids les rend malheureux. Et 29% affirment que le contrôle du poids les obsède. Donc, c'est des statistiques qui sont très préoccupantes, d'autant plus que l'adolescence, c'est une période aussi de grande vulnérabilité au développement des problèmes d'image corporelle parce que le corps se transforme très rapidement, on est très sensible à la comparaison, on veut être accepté par nos pairs, on n'a pas toujours le jugement non plus pour remettre en question le modèle unique de beauté qui est présenté. Donc, ça fait en sorte que les jeunes sont très vulnérables et on voit très bien dans ces statistiques-là que c'est préoccupant. Il y a la croyance qui est véhiculée souvent que le fait justement d'être insatisfait par rapport à son corps, de pas s'aimer, ben ça peut justement être la bonne motivation pour nous donner le petit encouragement qu'il faut pour changer nos habitudes de vie, finalement pour améliorer notre santé et notre bien-être. Mais bien au contraire, l'insatisfaction corporelle, ça affecte négativement la santé physique et mentale. Donc, ça peut affecter à la fois l'alimentation, plusieurs autres sphères aussi là, de la santé, je vais vous en parler. Donc, on peut développer une relation malsaine, par exemple, avec la nourriture. On peut se mettre à classer les aliments comme étant permis, comme étant interdits, vivre beaucoup de culpabilité quand on mange certains aliments qui sont plus interdits, se sentir forcé de manger des aliments qu'on peut manger. Donc, tout ça, ça nuit vraiment à la relation qu'on entretient avec la nourriture. Et ça peut rester aussi pendant très, très longtemps. C'est difficile de se défaire de ces croyances-là, de ces règles-là qui s'incrustent au fil des années dans notre tête. Ça peut faire en sorte aussi qu'on va utiliser des PSMA, des produits, services ou moyens amaigrissants, suivre des diètes. Donc, il y a un marché très, très lucratif là, qui est là pour nous faire en sorte qu'on ait envie d'utiliser ces produits-là. Et ça a des impacts très négatifs aussi sur la santé physique et mentale, l'utilisation de ces produits-là. Ça peut même amener aussi aux troubles, à développer des troubles des conduites alimentaires. Au niveau de l'activité physique, c'est un peu la même chose. Il y a des gens qui vont s'entraîner de façon excessive dans le but de contrôler leur poids, mais ça peut être nuisible pour la santé.
Il y a des gens qui vont prendre des suppléments pour surtout développer la masse musculaire. Si on pense au modèle de beauté masculin qui est présenté, c'est surtout un modèle qui est très, très musclé. Même chez les femmes, de plus en plus, c'est l'idéal un peu plus athlétique. Donc, oui, mince, mais très quand même assez musclé avec un air finalement athlétique. Donc, les suppléments aussi, c'est pas toujours bien réglementé. Il y a des risques à prendre ces produits-là aussi. Et finalement, ça peut aussi être l'effet contraire. Donc, il y a des gens qui vont moins bouger parce que, par exemple, ils vont avoir peur de se faire juger par rapport à leur apparence s'ils vont s'entraîner, par exemple, dans un gym, ou ils vont être gênés de se mettre en maillot de bain pour aller à la piscine. Donc, l'insatisfaction corporelle aussi, ça peut faire en sorte qu'on va moins bouger. Évidemment, tous les impacts sur la santé mentale, donc le faible estime de soi, dépression, anxiété. Souvent, moi, c'est une des choses qui me désole le plus, c'est que les gens qui essayent de perdre du poids vont s'attribuer l'échec, vont penser que c'est de leur faute, vont penser que c'est eux qui ont manqué de volonté, qui n'ont pas été capables de suivre les règles, que c'est de leur faute finalement, alors qu'on sait que c'est très, très difficile de perdre du poids à long terme et ça va avoir un impact justement, tous ces éléments-là sur la santé mentale, sur l'estime de soi. Quand on pense aussi à toutes les règles qu'on suit, quand on a peur de manger avec certains amis parce qu'on va déroger de notre plan alimentaire, ça peut faire aussi en sorte qu'on va s'isoler. Et évidemment, la façon dont on se perçoit, ça va affecter notre estime aussi. Ça peut aussi influencer les relations interpersonnelles au niveau de l'intimité aussi, par exemple. Donc, il y a des impacts négatifs aussi à ce niveau-là. Et finalement, l'insatisfaction corporelle, ça peut nuire à plusieurs éléments aussi au plan de la santé. Donc, frein à l'arrêt tabagique, on sait que c'est souvent une des raisons pour laquelle les gens veulent pas arrêter de fumer, la peur de prendre du poids. Ou même à l'inverse, il y a des gens et des jeunes aussi qui vont commencer à fumer justement pour essayer de maigrir ou de contrôler leur poids. C'est aussi associé au décrochage scolaire et ça peut même faire obstacle au dépistage de certaines maladies, comme par exemple des gens qui vont être très mal dans leur peau, vont être moins enclins à se faire des auto-examens des seins, par exemple, ils vont peut-être moins dépister des bosses qui pourraient être préalables à un cancer du sein ou d'autres maladies comme ça. Donc, ce qu'on souhaite vraiment, c'est que les gens essayent de développer une image corporelle positive. C'est ça qui est au cœur de notre mission chez Équilibre, parce que, contrairement à l'insatisfaction corporelle, l'image corporelle positive, c'est associé favorablement à la santé et au bien-être. Mais justement, avant d'aborder un peu plus c'est quoi l'image corporelle positive, je voulais définir avec vous qu'est-ce qu'est l'image corporelle. Donc, c'est une perception. C'est pas la réalité, c'est ce qu'on perçoit. Donc, ce qu'on perçoit de notre propre corps et ce qu'on croit aussi que les autres perçoivent de nous-mêmes. Donc, quand on se regarde dans le miroir, c'est pas le reflet réel, dans le fond, de ce qu'on voit dans le miroir, mais c'est un peu comme si on fermait nos yeux, qu'on imaginait ce qu'on est à l'intérieur de nous, comment on se sent. Et là, c'est tout ce qui apparaît, dans le fond, à l'intérieur de nous, dans le fond, nos pensées. Est-ce qu'on est en train de se dire, oh mon Dieu, je suis grosse, je suis pas bien dans ma peau, ou au contraire, je me sens bien, je m'aime. C'est quoi les jugements qu'on a? Est-ce que les émotions sont positives, sont négatives? Comment on se sent dans les sensations dans notre corps? Peut-être que ça nous amène à avoir des idées ou des comportements pour essayer de contrôler notre corps. Donc, c'est vraiment ça, l'image corporelle, c'est vraiment une perception, la façon dont on se sent. Qu'on ait une image corporelle positive ou négative, c'est pas quelque chose qui est statique dans le temps, ça va fluctuer au fil des jours, au fil des époques, au cours de notre vie finalement. Là, quand on est un adolescent, des fois on peut avoir une image corporelle qui est moins positive, mais ça veut pas dire qu'on est pris avec ça pour toujours, ça peut évoluer aussi. Donc c'est plaisant de savoir finalement que c'est pas quelque chose avec quoi on est pris pour toujours et qu'on peut travailler notre image corporelle aussi. L'autre chose, c'est que c'est important de penser que l'image corporelle, c'est pas d'être parfait, d'aimer totalement notre corps et d'être en parfaite harmonie au quotidien et chaque seconde de notre vie avec notre corps. Dans le fond, c'est normal qu'il y ait certaines parties de notre corps qu'on aime moins. C'est normal qu'il y ait des journées aussi où est-ce qu'on n'est pas nécessairement aussi bien dans notre peau. Mais l'idée, c'est qu'on ait une perception globalement positive de notre corps et surtout qu'on puisse vivre notre vie sans être constamment obsédé par le contrôle de notre poids, par notre image corporelle. Donc, c'est un peu comme notre personnalité. On peut avoir des défauts, mais s'aimer quand même. Il y en a même qui disent c'est un peu comme nos amoureux ou nos amoureuses. Des fois, ils nous énervent un peu, mais on les aime quand même globalement. Donc, l'idée, c'est vraiment d'avoir une perception globale de soi, de s'aimer dans son ensemble, même si tout n'est pas parfait au quotidien. Donc, une image corporelle positive, ça permet plusieurs choses qui vont justement être favorables à la santé et au bien-être. D'abord, quand on a une image corporelle positive, on va être capable d'apprécier son corps, mais pas seulement pour l'image qu'il projette, mais beaucoup pour les caractéristiques uniques de notre corps, sa façon de fonctionner, ses capacités. Donc, je suis capable de donner la vie avec mon corps, je suis capable de faire de la course, je joue de la musique, j'ai des amis, je peux faire mon travail, m'accomplir à l'école. Donc, tout ça, ça nous permet d'apprécier notre corps, mais pour d'autres choses qu'uniquement pour son apparence.
Ça fait aussi qu'on est capable d'accepter notre corps et même d'aimer notre corps. On n'est pas obligé d'aimer parfaitement notre corps, mais des fois, juste de l'accepter, de le respecter, d'en prendre soin, c'est une façon aussi d'être en harmonie avec notre corps et l'image corporelle positive permet ça. On va se sentir évidemment plus confiant, plus confortable et satisfait de son corps. Les gens qui sont mal dans leur peau, des fois, ou qui sont complexés par leur corps, vont avoir tendance à s'asseoir d'une certaine façon pour pas que leur ventre paraisse d'une certaine manière ou s'habiller dans des vêtements très serrés qui sont pas très confortables pour essayer de cacher certaines courbes. Donc, quand on a une image corporelle positive, ça va au contraire faire en sorte qu'on va être confortable dans notre corps, on va avoir confiance en nous et justement, on va être satisfait. Quand on a cette image corporelle positive-là aussi, ça change vraiment le rapport qu'on entretient avec l'alimentation, l'activité physique. On va être beaucoup plus à l'écoute de notre corps et on va vouloir vraiment le traiter avec bienveillance pour en prendre soin. Donc, on va vouloir manger pour essayer de nourrir notre corps, pour essayer de nous donner de l'énergie plutôt que pour essayer de le contrôler. On va bouger pour, encore une fois, être en santé, être capable d'accomplir notre vie au quotidien, mais pas toujours dans l'optique d'atteindre un poids sur la balance ou de brûler le plus de calories possible. Et tout ça, ça va faire en sorte aussi qu'on va être capable de mieux respecter nos limites, d'écouter les besoins de notre corps. Et finalement, quand on a une image corporelle positive, ben, ça va permettre de traiter les informations d'une manière qui vont permettre de protéger notre image corporelle. Comme par exemple, si on parcourt notre fil d'actualité sur les réseaux sociaux, qu'on est toujours exposé à des images avec des filtres, c'est sûr que ça peut nous affecter, mais si on a une image corporelle positive, on va être capable de prendre le recul pour se dire c'est pas la réalité, les gens dans mon entourage ressemblent pas à ça, j'ai pas besoin de ressembler à ça pour être beau, pour être belle. C'est un peu la même chose pour les publicités de produits amaigrissants, on va être capable de se dire OK, j'ai pas besoin de ça. C'est sûr que ça a l'air très alléchant, mais dans le fond, il y a d'autres façons de prendre soin de moi, ça fonctionne pas les régimes, j'ai pas besoin d'avoir un corps mince et parfait pour être une personne qui a de la valeur. Donc tout ça, c'est les conséquences positives finalement d'avoir une bonne image corporelle. Donc, c'est bon pour la santé, l'image corporelle positive. Et j'aimerais aussi définir un petit peu la santé. J'aime bien la vision de la santé de l'OMS, de l'Organisation mondiale de la santé. Donc, c'est une vision qui est très globale parce que souvent, quand on pense santé, on dirait qu'on pense toujours de santé physique ou c'est comme si la santé physique a toujours un petit peu le dessus dans la hiérarchie des santé, alors que la santé mentale, la santé sociale, c'est très important aussi et la santé, c'est très global. Donc, c'est pas seulement une absence de maladie, mais c'est vraiment la santé physique, mentale et sociale. Et on voit que l'image corporelle positive peut avoir un impact sur tous ces éléments-là. Donc, quand on a une image corporelle positive, ça va faire en sorte qu'on va avoir davantage de relations harmonieuses avec les autres parce qu'on va être capable d'exprimer nos besoins, de s'affirmer, de prendre sa place. On va avoir aussi une relation plus positive avec l'activité physique. Donc, on va bouger pour le plaisir, pour le bien-être, plutôt que uniquement dans l'optique de brûler des calories ou de maigrir, comme je disais tout à l'heure. C'est la même chose pour ce qui est de la relation avec la nourriture. Donc, on va être capable d'être à l'écoute des vrais besoins de notre corps, de manger quand on a une vraie faim, d'être capable de respecter nos préférences aussi, de pas toujours manger des aliments qu'on pense qu'on doit manger pour être en meilleure santé ou pour être une meilleure personne, mais de respecter vraiment nos goûts aussi. Ça va être associé aussi à l'estime de soi. Donc, on va être capable de reconnaître que notre corps est unique, de l'apprécier pour son unicité. Et finalement, c'est associé aussi à une santé mentale positive. On va être capable d'accepter les changements du corps parce que c'est pas vrai que notre corps change pas au cours de la vie, qu'on va toujours avoir le même poids qu'à notre adolescence, qu'on va toujours pouvoir rentrer dans notre robe de mariage, dans nos jeans préférés de nos 20 ans. C'est impossible. Le corps évolue au fil de la vie, c'est normal. Donc, d'accepter justement ces changements-là, d'accepter aussi les limites du corps à certains moments, de respecter ces limites-là. Donc, tout ça, c'est ce que l'image corporelle permet de faire, l'image corporelle positive, et c'est très favorable à la santé physique, mentale et sociale. Maintenant, même si on est convaincu que c'est important d'avoir une image corporelle positive, c'est pas toujours facile dans notre société de développer cette image corporelle-là. Il y a plusieurs éléments qui font obstacle. Donc, d'abord, la fameuse norme de minceur, ça peut être aussi élargi à la norme de beauté, mais il y a encore beaucoup de personnes très minces, de corps très irréalistes qui sont véhiculés et qui sont surreprésentées dans notre environnement. On voit de plus en plus de diversité corporelle quand même dans les médias, dans les séries, on en parle plus, mais c'est encore pas assez intégré. Donc, tout ça, ça contribue toujours à entretenir que c'est mieux d'être mince finalement, que les personnes minces ont plus de valeur, ça entretient cette idée-là.
La culture des diètes, évidemment, qui est très, très omniprésente, dont le discours aussi évolue en fonction du discours de santé publique. On va de plus en plus parler d'approches bienveillantes, d'approches non restrictives, alors que malgré tout, quand on creuse un petit peu, il y a toujours une règle à suivre, il y a toujours des aliments qu'on ne pourra pas manger, il y a toujours une culpabilité qui va être associée à cette alimentation-là, mais ça contribue quand même toujours à entretenir l'idée que c'est facile de maigrir et qu'on a juste à se prendre en main si on veut maigrir, que c'est très facile, alors que finalement, la réalité, c'est tout le contraire. On le sait, les études le montrent. La majorité des gens qui vont suivre une diète vont reprendre le poids perdu dans les années qui suivent l'abandon d'un régime. Et c'est jamais la faute de la personne, c'est la méthode qui est pas efficace. Et malgré tout, c'est une industrie qui continue de s'enrichir en vendant des produits inefficaces. C'est comme la seule industrie qui s'enrichit avec des produits inefficaces parce que les gens ont jamais tendance à remettre en question le produit, mais vont toujours se blâmer eux-mêmes. Donc, pensez à ça la prochaine fois. Si jamais vous suivez une diète, ça fonctionne pas. C'est vraiment la méthode à la base qui est problématique. Les réseaux sociaux, bien évidemment, quand on publie des photos dans nos réseaux sociaux, c'est beaucoup des images de notre visage, beaucoup de selfies. Donc, c'est beaucoup l'image du corps qui est mise de l'avant plutôt que la fonctionnalité du corps. Et tout ça, bien, ça contribue encore à entretenir l'idée que si on a une certaine apparence, si on est parfait, on va avoir plus de likes, on va avoir une valeur supérieure dans la société. Il y a beaucoup, beaucoup de commentaires aussi sur les réseaux sociaux sur le poids ou l'apparence physique. Donc, encore une fois, de penser au réflexe qu'on a de toujours commenter le poids ou l'apparence sur les réseaux sociaux. Puis même si les commentaires ne sont pas directement adressés, ben on les voit et ça nous influence aussi et ça entretient encore une fois le fait que la minceur, c'est plus valorisé et c'est mieux dans notre société. Et finalement, les nombreux préjugés à l'égard du poids, la grossophobie qui est bien présente, ça fait obstacle au développement d'une image corporelle positive. Avant d'aller plus loin, je voudrais juste vous demander une petite question. Très facile. Donc, de quelle grosseur est ce cadeau? Ce cadeau est gros. On est content d'habitude d'avoir des gros cadeaux. Les enfants, là, quand ils déballent leurs cadeaux à Noël, sont bien excités quand la boîte est très grosse. Maintenant, de quelle grosseur est cette personne? C'est une personne grosse. Mais là, on a comme un petit malaise souvent à dire gros quand ce mot-là est associé à une personne. Pourquoi? Mais c'est parce que c'est comme si le mot gros, quand on l'associe à une personne, ça sous-entend toutes les caractéristiques négatives que la société attribue aux personnes grosses, tous les préjugés, donc manque de volonté, gloutonnerie, paresse, alors que malheureusement, le mot gros devrait être utilisé finalement juste comme un qualificatif descriptif. C'est beaucoup ça qui est mis de l'avant, entre autres par plusieurs personnes qui militent contre la grossophobie, de se réapproprier ce terme-là, donc de l'utiliser comme un qualificatif descriptif, comme un gros cadeau, un gros salaire, une personne grosse, sans qu'il y ait une connotation négative ou péjorative. C'est sûr que même si c'est utilisé avec toute la bienveillance du monde, il y a certaines personnes, par contre, qui peuvent ne pas être à l'aise d'utiliser ce terme-là. Il faut s'en rendre compte, il faut le reconnaître. Mais éventuellement, au fil des années, je pense que c'est un terme qui gagnerait à être réhabilité et il y aura probablement un travail de fait là, à ce niveau-là dans les prochaines années au Québec. D'ailleurs, ben, on a une campagne équilibre qu'on est en train de développer qui va porter sur la grossophobie, donc une campagne de sensibilisation à la grossophobie qui va être lancée l'automne prochain. On va probablement aborder là aussi l'utilisation du mot gros. Et pour cette campagne-là, on est en train de réfléchir à une définition de la grossophobie. Il y a des définitions qui existent. Dr. Arruda en a présenté une aussi, mais on voudrait réfléchir avec justement des militants, des chercheurs, des experts à une définition très, très inclusive de la grossophobie. Donc, je vous lance quelques pistes déjà pour mieux définir. Donc, c'est des attitudes, des comportements, des préjugés, des stéréotypes qui stigmatisent et qui discriminent les personnes grosses. C'est aussi une dévaluation sociale des personnes grosses. Donc, on attribue une valeur moindre aux personnes grosses. Il y a aussi beaucoup de contraintes dans l'environnement. Je vais en parler un petit peu plus tout à l'heure, mais dans le fond, il y a les sièges qui sont pas adaptés dans certains espaces, des vêtements qui font pas facilement au corps de différentes formes dans toutes les marques, dans tous les magasins. Donc, il y a plusieurs contraintes. Et la grossophobie, c'est pas nécessairement quelque chose qui est volontaire ou qui est conscient. On baigne dans cet environnement-là grossophobe depuis des décennies. Donc, ça nous a influencés sans nécessairement qu'on en ait conscience. La grossophobie, c'est présent aussi partout. Il y en a dans le milieu scolaire. C'est une des premières causes, le poids d'intimidation à l'école. Il y en a dans les milieux de travail. Il y a beaucoup de discrimination à l'embauche des personnes grosses. Les personnes grosses, souvent, ont des moins gros salaires, ont moins de promotions. Edith et Sarah, je pense, vont en parler aussi tout à l'heure dans leur présentation.
Dans le milieu de la santé aussi, souvent le poids reste l'élément principal pour déterminer l'état de santé d'une personne, alors qu'il y a plein d'autres facteurs. Donc, il faut remettre un peu en perspective cette habitude-là pour se créer des nouveaux réflexes aussi dans le milieu de la santé. Et même, des fois, les équipements médicaux sont pas adaptés au corps plus gros. Et finalement, dans la société en général, je vais vous en parler un petit peu plus tantôt aussi, mais il y a beaucoup de grossophobie. C'est un peu la façon dont on traite les personnes grosses dans la société. Donc, si on veut passer au niveau 102 de notre petite leçon de grossophobie, dans le fond, la grossophobie se distingue ou se divise en 3 types. Donc, il y a la grossophobie envers soi-même, intrapersonnelle. La grossophobie qui provient des autres, donc interpersonnelle. Et la grossophobie de la société, donc institutionnelle. Si on prend la grossophobie qui vient de soi-même, donc c'est vraiment le fait qu'on internalise les préjugés négatifs liés au poids et aux personnes grosses. On croit que tout ce qui est véhiculé, c'est vrai et ça peut être expérimenté, ça, par tout le monde, peu importe le poids. Donc, le souhait de maigrir, comme par exemple quelqu'un qui pourrait dire « Oh mon Dieu, je veux pas aller au mariage de ma sœur, j'ai l'air grosse dans cette robe-là, je vais être jugée, j'ai moins de valeur, je peux pas y aller. » Ça a l'air un peu banal des fois ou irrationnel, mais ça va vraiment nuire à la qualité de vie de la personne, ça va être très envahissant. Donc, justement, la peur de prendre du poids, la tendance à blâmer son poids quand il y a des éléments négatifs qui surgissent. Penser qu'on mérite finalement d'être discriminé à cause de notre poids ou croire même qu'on serait une meilleure personne si on perdait du poids. Ensuite, il y a la grossophobie qui provient des autres, donc tous les préjugés. Donc, quand les gens pensent « Ah, les personnes grosses, manque de volonté », par exemple. Donc, c'est la forme qui est expérimentée par les personnes grosses et c'est vraiment un synonyme de stigmatisation à l'égard du poids. Donc, on parle ici de toutes les moqueries, les insultes, tous les traitements discriminatoires, les attitudes et les comportements qui vont être dénigrants envers les personnes grosses. Et finalement, la grossophobie institutionnelle, donc dans la société, quelqu'un qui dirait justement « j'ai de la misère à trouver des vêtements à ma taille », ben c'est ça, c'est la façon dont la société va traiter les personnes grosses. Alors, ça peut être de la difficulté justement à trouver des vêtements qui dépassent une certaine grandeur dans tous les magasins, l'absence de sièges adaptés dans les espaces publics. On pense souvent aux avions, mais par exemple, juste des salles de spectacle. Est-ce qu'une personne grosse peut être assise confortablement dans toutes les salles de spectacle? La réponse est non. Et des fois, quand on a le privilège d'avoir un corps qui correspond plus aux normes de minceur, ben, on se rend pas compte de tous ces éléments-là qui font obstacle au quotidien aux personnes dont le corps est plus gros. Et c'est important de s'en rendre compte aussi pour devenir des meilleurs alliés, pour demander aussi des changements ou juste pour être soutenir finalement plus les personnes qui vivent cette situation-là. Dans les médias aussi, les représentations qui sont très, très stéréotypées, stigmatisantes. Portez attention dans les séries, quand il y a des articles sur l'obésité dans les médias, souvent on voit des personnes grosses, pas de tête, on voit juste leur abdomen, c'est très, très dénigrant. Et finalement, la grossophobie médicale, comme je disais tout à l'heure, le poids reste encore trop au cœur des interventions et il faut essayer de faire évoluer cette façon d'intervenir-là. Donc, les conséquences de la grossophobie sur la santé, il y en a plusieurs. Je ne vais pas toutes vous les lire, mais il y en a vraiment au niveau physique, au niveau psychologique. C'est associé même au gain de poids. Ça fait obstacle aux habitudes de vie. Il y a même des conséquences vraiment physiologiques là, de stress chronique sur la sécrétion de cortisol. Donc, ça a des impacts négatifs sur les personnes grosses, mais ça a des impacts négatifs aussi sur les personnes, peu importe le poids, parce que ça entretient toujours l'espèce de désir malsain de maigrir pour pas vivre ces préjugés-là. Donc, ça fait vraiment obstacle à la santé et au bien-être. Donc, si je peux résumer, tout le monde a un rôle à jouer, dans le fond, pour essayer de faire évoluer la façon dont on perçoit les gens, dont on juge les corps, pour qu'on développe finalement tout le monde une image corporelle plus positive. L'image corporelle, ça se construit dès la petite enfance. Dès l'âge de 4 ans, les enfants peuvent développer de l'insatisfaction corporelle. Ça se développe tout au long de la vie. Donc, c'est vraiment important à tous les niveaux d'essayer d'intervenir pour favoriser le développement d'une image corporelle positive. Les préjugés à l'égard du poids aussi, ça s'installe tôt. J'en ai parlé tout à l'heure. L'intimidation à l'égard du poids, c'est une des principales sources d'intimidation à l'école, aussi dans les milieux de travail. Évidemment, l'image corporelle, c'est un incontournable au développement de la santé et du bien-être, au développement d'une relation positive aussi avec les aliments et l'activité physique. Et à l'inverse, la grossophobie, ça fait obstacle à tous ces éléments-là. Et par nos attitudes, par nos gestes, on peut prévenir la grossophobie et promouvoir une image corporelle positive. Tout à l'heure, Stéphanie Léonard aussi va en parler plus d'exemples de gestes et de comment on peut être des bons modèles. J'aurais envie de vous laisser sur cette citation-là aussi que j'aime beaucoup de Gabrielle Lisa-Collard. C'est pas de notre faute si on est grossophobe.
mais c'est notre responsabilité de ne pas le rester. Et je trouve que ça dit vraiment tout. Dans le fond, c'est normal d'avoir des préjugés. On vit dans une société qui les entretient depuis tellement longtemps, mais l'important, c'est d'en prendre conscience, de ne pas rester dans ces préjugés-là, de s'informer pour faire évoluer ces croyances-là. Et surtout, d'en prendre conscience, c'est le premier pas pour pouvoir les recadrer, dans le fond. Et d'en prendre conscience, des fois, ça peut être dur. Il faut pas non plus se blâmer ou avoir honte ou s'en vouloir si on se rend compte qu'on a perpétué des préjugés parce que ça fait partie un peu de la vie d'être exposé à tout ça. Mais dans le fond, dès qu'on en prend conscience, on peut faire changer les choses petit à petit parce qu'ultimement, ce qu'on veut, c'est que vraiment les gens, peu importe le poids, puissent se sentir libres d'exister, puissent être respectés, puissent être acceptés. Donc, juste par votre présence ici aujourd'hui, ça montre à quel point ça vous intéresse. De vous intéresser, c'est déjà de contribuer à faire changer les choses. Donc, je vous félicite et merci déjà d'avoir contribué à faire évoluer les choses. Il y a d'autres livres ici qui sont super intéressants là, pour s'informer aussi sur la grossophobie. Donc, je vous remercie beaucoup et je vous souhaite un bon reste de symposium.